motif de joie de participer à ce festival du Beau, organisé par Brigitte Sauvegrain, et d'être en présence de mon ami François-Xavier Maigre et de Bruno, avec qui effectivement ça a été une joie de travailler ensemble au Bernardin. Et je suis heureux de pouvoir vous dire quelques mots d'un cours que je commence dans quelques semaines. Ce sera le 5 février, le lundi 5 février à 18h. Ça va durer 12 séances. Et ça va porter justement sur cette question que nous traitons ensemble, l'art écuménique, expression de l'esprit. Et j'aimerais en quelques minutes aujourd'hui vous dire voilà, pourquoi j'ai intitulé ce cours de cette façon, pourquoi je pense que ça a un sens que nous en parlions aujourd'hui ensemble. Parce que au Bernardin, mais pas que, on se pose souvent la question de est-ce qu'il y a des critères objectifs pour déterminer la beauté. On a de plus en plus l'impression, en écoutant des grandes figures, comme Umberto Eco, par exemple, qui a écrit une histoire de la beauté, qu'il n'y a pas de critères objectifs pour définir ce qui est le beau. Pour Umberto Eco, finalement, voilà, il n'y a pas de définition, il y a chacun qui a sa propre vision de ce qui est beau, de ce qui ne l'est pas. Et il ne faut surtout pas la définir. C'est un peu la conclusion de son livre sur l'histoire de la beauté. Il a fait aussi une histoire de la laideur. Bon, donc, et alors, c'est très troublant parce que finalement, c'est nouveau. On a toujours cru qu'il y avait des définitions possibles, qu'il y avait des critères pour définir la beauté. Et moi, personnellement, j'ai fait des études d'histoire, comme ça a été dit. J'ai été marqué par le livre de Panofsky, Erwin Panofsky, qui, après la guerre, aux États-Unis, était prof à Princeton, a expliqué que l'art du XIIIe siècle, c'est l'art des cathédrales, c'est l'art du gothique, et cet art gothique correspondait bien à des paradigmes dominants à son époque, qui est, en l'occurrence, la pensée scolastique. Donc, il y a sa fameuse thèse sur la pensée scolastique et l'art gothique. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est dans une forme de brouillage qui nous empêche de discerner ces critères du beau. Et même de croire qu'il existe des critères du beau. Et donc, mon objectif, c'est de dire que ces critères-là, ils existent, mais il faut être particulièrement attentif. Et conscient qu'on vit, de fait, une époque postmoderne où tout se mélange, dans une époque globalisée où tout se rencontre de façon un peu hybride. Et donc, c'est moins facile, et néanmoins, c'est possible. Et la façon que je compte proposer au cours de cette formation, c'est d'abord de partir du parallèle avec l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire que l'histoire de la philosophie, qui a comme vocation aussi l'universalité, la possibilité de trouver le vrai dans une vision un peu universelle, on voit que à partir de Kant, il y a une définition particulière de l'objet qui est remise en cause par Nietzsche, qui rejette toute forme d'objectivation en mettant le sujet existentiel au cœur de la définition de la vérité. C'est son Zarathustra. Et puis, à partir de Heidegger, ça n'est pas simplement l'objet dont on se méfie, mais c'est également le sujet. C'est la critique de l'ontothéologie, de l'identification entre l'être et Dieu. Et donc, à partir de Heidegger, on rentre dans une période de déconstruction, une époque qui, en histoire de l'art, pourrait correspondre à la montée du conceptualisme et de la postmodernité. Mais ce que j'ajoute, c'est que l'histoire de la philosophie ne s'est pas arrêtée à Heidegger et à ce mouvement de déconstruction qui a été repris très fortement en France par des Derrida et compagnie. Il y a
je dirais, une nouvelle génération de penseurs, très différents. Ça va de Jean-Luc Marion en France, avec François Cheng également, mais on pourrait citer John Milbank en Angleterre et bien d'autres penseurs, qui font un pas de plus, qui sont passés par ce cheminement de Kant à Nietzsche, à Heidegger, et qui rajoutent quelque chose de plus en disant ce rapport à l'objet, eh bien, il faut le penser de façon interactive, sujet-objet. Et c'est cette interaction qui nous permet de retrouver des critères de la beauté. Ce que dit Jean-Luc Marion, qui, en une phrase, je trouve assez marquante et assez frappante, à la différence de Paul Ricoeur, qui considérait qu'on pouvait se trouver soi-même comme un autre. C'est l'un des grands livres, l'un des derniers livres de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre. Marion dit « Le soi ne peut se trouver que par autrui ». Il dirait « soi-même par autrui ». Et donc, vous voyez qu'il y a cette idée d'interactivité qui permet l'épanouissement du moi dans le soi. Voilà. Bien, finalement, si on me suit, bon, alors, il faudrait bien entendu expliciter tout cela, mais si vous arrivez à avoir un parallèle entre l'histoire de la théorie esthétique, l'histoire du goût esthétique et l'histoire de la philosophie, alors vous ne direz plus que les questions artistiques, c'est comme les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. C'est la philosophie de comptoir que Bruno nous a présentée tout à l'heure. Ça, c'est vrai que c'est la première réaction qu'on peut avoir quand on voit une exposition d'art contemporain ou quand on se retrouve devant quelque chose qu'on ne connaît pas. En réalité, il y a des critères objectifs qui nous permettent de déterminer ce qui est beau. Et ça, c'est très encourageant parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre une nouvelle génération d'artistes qui a ce projet, donc qui correspond à la génération philosophique de Marion, Cheng et compagnie, à retrouver les liens invisibles entre le beau, le vrai et le bien. Et je trouve que c'est un projet tellement magnifique qui donne une vraie joie. Ça donne une vraie joie parce que ça permet de sortir d'une certaine postmodernité qui nous dit que l'art, au contraire, n'existe pas réellement. Il faut s'épanouir soi, mais sans nécessairement avoir une vision du beau. Là, avec la génération François Cheng, qui correspond à une nouvelle génération d'artistes, eh bien, on retrouve cette idée que l'art, c'est ce qui nous permet de retrouver le bonheur, de retrouver la joie, de retrouver une vision véritablement universelle et respectueuse de la diversité. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça a un sens de creuser un peu les critères qui nous permettent d'avoir une nouvelle théorie esthétique du beau qu'on peut définir comme l'art œcuménique. Et je voudrais les mentionner brièvement, ces critères esthétiques. Mais avant de les détailler, j'aimerais vous dire de quels artistes je parle. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement de puiser dans une discipline artistique comme le cinéma, par exemple, même si, bien entendu, qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et personnellement, tout à l'heure, le nom de Eugène Green a été cité comme étant un des grands disciples de Bresson. Je suis moi-même très, très admiratif de l'œuvre de Eugène Green, qui est à la fois un écrivain et un cinéaste. C'est lui qui a fait le Fils de Joseph, ou un film qui s'appelle La Sapienza. Et puis il a écrit un roman que je trouve bouleversant, qui s'appelle La Reconstruction. Donc, et puis Eugène Green a écrit un livre théorique qui s'appelle Poétique du cinématographe. Et alors ce livre, Poétique du cinématographe, il résume en quelques pages bien mieux que tout ce que je peux dire, et même dans les 12 heures que je vais consacrer à ce cours. Donc il y a ce domaine du cinéma où on pourrait mentionner Eugène Green, mais on pourrait aussi mentionner le réalisateur qui a eu la Palme d'Or à Cannes,
récemment Ruben Östlund pour son film qui s'appelle The Square, et qui est une vraie réflexion sur l'art contemporain et sur l'après-art contemporain. Donc voilà pour le cinéma. Mais on peut parler aussi de musique rock. Et dans la musique rock, je vois une évolution très significative, très importante pour ce passage modernité, postmodernité et écuménisme. C'est l'art, c'est la chanson c'est l'œuvre de Bono, le chanteur de U2, qui ressemble beaucoup à Bowie, qui s'est beaucoup inspiré de David Bowie, de cet auteur de cette génération qui était fascinée par Ziggy Stardust, etc. Mais Bono apporte quelque chose d'écuménique, et j'aimerais le dire pourquoi. Et puis beaucoup d'autres artistes, écrivains, penseurs. Philippe Kadik pour la science-fiction, Olga Sedakova, une poète russe, pour la poésie, Valère Novarina pour le théâtre, Valentin Silvestrov pour la musique classique, Jean-Marie Dutilleul pour l'architecture, Gucci pour l'orfèvrerie, Brunor pour la bande dessinée. Je suis très heureux qu'il participe à ce Festival du Beau, et je crois vraiment qu'il appartient à cette génération d'artistes écuméniques nouveaux qui nous permet de passer à un niveau de conscience, à mon avis, plus profond. Donc voilà, tous ces artistes-là, je vais en parler assez longuement en rapport avec chacune de ces disciplines artistiques lors de mon cours, auquel j'invite tout le monde à participer. Les inscriptions sont encore tout à fait possibles. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est encore creuser dans les 10 minutes que je voudrais prendre les critères qui unissent tous ces artistes qui semblent bien différents, de Bono à Brunor, voyez, ou de Dutilleul à Gucci. Pour ça, je me suis inspiré d'une femme pour qui j'ai énormément d'admiration, qui est malheureusement peu connue en France, même si 2-3 de ses livres ont été publiés en français. C'est Olga Sedakova, qui est pour moi la grande conscience russe d'aujourd'hui, après la mort de Sakharov et de Solzhenitsyn. C'est probablement elle qui est voilà, la conscience morale et artistique des Russes d'aujourd'hui. Olga Sedakova, qui est une poétesse qui enseigne à l'Université d'État de Moscou, a trouvé quatre critères qui permettent de voir comment se produit ce passage de l'art classique qui imite la nature à l'art moderne qui trouve cette nouvelle radicalité du sujet, à l'art postmoderne qui prend distance et vis-à-vis de l'objet et vis-à-vis du sujet, et à l'art écuménique. Ces 4 critères, c'est la question de la temporalité, la question de la langue, la question de l'objet et la question de la centralité. Dans chaque œuvre, il y a un rapport centre-périphérie, un rapport objet-sujet, un rapport temps-éternité et un rapport langue et verbe, parole. Bon. Pour ce qui est du temps, les modernes nous disent « le passé n'a pas eu lieu. Il attend son avenir ». C'est ça qui unit les penseurs modernes. Et j'ai oublié de mentionner que pour elle, les penseurs modernes, eh bien, elle va proposer Paul Claudel comme penseur moderne, Franz Kafka, T.S. Eliot, Fellini parmi les cinéastes, Tarkovsky, Paul Celan parmi les poètes. Et chez les penseurs postmodernes, pour elle, pour Sedakova, les postmodernes, c'est Umberto Eco, Julien Kristeva, Anselm Kiefer, Jeff Koons, David Bowie, etc. Bon. Donc, la question du temps. Pour les modernes, pour Tarkovsky, le passé n'a pas eu lieu, il attend son avenir. Pour les postmodernes, l'avenir est déjà passé. L'avenir est déjà passé, l'histoire est terminée. Si vous voulez, pour les modernes, on pourrait citer Matisse. Matisse, lui, se met dans ses premières œuvres, dans ses œuvres avant la Première Guerre mondiale, à refuser la perspective, par exemple. Il découvre l'icône orientale
et il refuse cette perspective qui l'inscrirait dans une continuité historique. Or, lui, il veut rompre avec cette continuité historique. Donc, ça, c'est typiquement le rapport au temps des modernes. Par contre, si on voulait prendre un exemple dans cette question du rapport au temps chez les postmodernes, bien entendu, chez les philosophes, eh bien, on citerait celui les philosophes qui, dans les débuts des années 90, nous ont dit, après la chute du mur de Berlin, l'histoire est terminée, c'est Fukuyama, hein, c'est la vision post-hegelienne, on a atteint la fin de l'histoire. Voilà. Chez les artistes, on pourrait au même moment, plutôt dans les années 70, mentionner, on en parle beaucoup en ce moment après la mort de France Gall, c'est la comédie musicale de Starmania. Le monde est vu comme complètement apocalyptique, et donc il y a toute cette idée qu'on trouve aussi chez Bowie avec Ziggy Stardust, d'une vision du monde hors de l'histoire. Hors de l'histoire. Bon. Ça, c'est le rapport moderne et postmoderne. Pour les écuménistes, pour ces artistes, dont je dirais que la prise de conscience nouvelle vis-à-vis du temps consiste à retrouver la dimension de sagesse, la dimension sapientielle du temps. Le temps est un rapport entre sagesse créée et sagesse incréée. Le temps est l'image mobile de l'éternité. Voilà ce qui marque des auteurs qui passent à ce niveau de conscience écuménique, sapientielle. Et là, je voudrais donner juste deux exemples. L'exemple de Philippe Cadic. Philippe Cadic, cet auteur de science-fiction, il a écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie divine. Je ne sais pas si vous connaissez cette trilogie. Ça commence par un prologue qui d'ailleurs n'a pas été publié par l'éditeur américain de Philippe Cadic, tellement il trouvait ça absolument incroyable, qui s'appelle Radio Libre Albémut. Et puis ensuite, il y a voilà, cette trilogie avec notamment le premier tome qui s'appelle Siva. Et Siva, ce système d'information actif, etc., c'est la sagesse. C'est tout simplement la sagesse. Et c'est assez bouleversant pour Philippe Cadic de raconter cette trilogie divine, parce que lui-même, en 1974, alors qu'il était cloué au lit, qu'il avait une rage de dents, et qu'il a ouvert la porte à une infirmière qui venait lui apporter des médicaments, il a remarqué un pendentif chez cette femme, qui était le pendentif d'un poisson. Et à partir de ce moment-là, il a vu une lumière rose envahir la salle, il a été complètement bouleversé pendant plusieurs semaines, et il a vécu une expérience mystique très forte. Et c'est cette expérience mystique qui va mettre ensuite 7 ou 8 ans à écrire dans cette trilogie divine. Donc une expérience forte de la sagesse. Et qu'est-ce que lui donne cette expérience forte de la sagesse? C'est une transparence des langues et une transparence des temps. Il a l'impression de revivre les premiers temps du christianisme. Et il raconte tout ça à travers l'histoire de Philippe Frémont, ce nouveau dictateur qui ressemble beaucoup à Nixon. Bref, je ne vous raconte pas l'histoire, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette science-fiction, à partir d'un certain moment, à partir de cette expérience existentielle, atteint réellement cette expérience nouvelle de la sagesse. Je voudrais mentionner un autre auteur qui me tient beaucoup à cœur dans cette génération des auteurs, des artistes écuméniques, c'est Valentin Silvestrov. Valentin Silvestrov, on a eu le grand bonheur de l'accueillir au Bernardin il y a 2 ou 3 ans, après qu'il ait participé à la révolution de la dignité en Ukraine, le fameux Maïdan. Il était allé dans le froid, sous la neige, pour être solidaire avec ces Ukrainiens qui manifestaient pour la défense de leurs droits. C'est un auteur qui, dans les années 70, faisait de la musique dodécaphonique, qui était complètement marquée voilà, par l'école de Vienne. Il écoutait Boulez. Voilà. Et à partir de l'indépendance de l'Ukraine, au début des années 90, il a fait
une évolution assez profonde dans sa composition. Il est considéré comme un des plus grands compositeurs contemporains. Arvo Pärt, que vous connaissez peut-être, le considère comme son maître. C'est vraiment, il est lui-même chrétien orthodoxe, mais en même temps, il est complètement marqué par le bouddhisme zen. C'est quelqu'un d'absolument universel. J'ai oublié de mentionner que quand je parle d'écuménisme, et je pense que François Xavier est d'accord avec moi là-dessus, on parle d'une expérience qui dépasse les frontières confessionnelles. C'est tout à fait le cas pour Sylvestrov. Sylvestrov, dans ses dernières œuvres, a composé ce qu'il appelle des bagatelles. Et je vous recommande, on trouve ça sur YouTube très facilement, d'écouter les bagatelles de Sylvestrov. Il y a une critique musicale de Kiev qui explique, qui a suivi son œuvre depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et qui nous dit que cette atonalité a disparu, à l'oreille, tout du moins, chez Sylvestrov, mais elle est restée en profondeur, dans une expression d'incertitude. C'est-à-dire qu'il a gardé l'esprit de l'école de Vienne. L'esprit de l'école de Vienne, c'est bien entendu de refuser l'objectivation des compositeurs de la période moderne qui, en commençant une note, savaient où ils arriveraient. Là, Sylvestrov commence ses improvisations dans ses bagatelles sans savoir où il va. Et il y a cette incertitude qui donne une grande fragilité à sa composition. Et en même temps, avec cette fragilité, il retrouve la mélodie. Et ça, c'est absolument bouleversant la façon avec laquelle il en parle. Il en parle comme s'il était visité par la grâce de l'Esprit Saint. Donc voilà pour la question du rapport au temps. Je ne veux pas détailler forcément tous les autres critères, mais brièvement quand même. La question de la langue. La question de la langue pour les modernes, c'est que la langue juste, la langue